Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette deuxième discussion euh, en panel de la réunion internationale co-parrainée sur la culture, le patrimoine et le changement climatique. Je m'appelle Dr. Will McGarry. Je suis le coprésident de l'ICOMOS et au nom de mes autres coprésidents de cette réunion, je vous souhaite la bienvenue. Le panel d'aujourd'hui se penche sur la question des pertes, des dommages et de l'adaptation pour la culture et le patrimoine et nous avons la chance d'être avec quatre panélistes qui sont également des participants à la réunion de cette semaine. Avant de lancer la discussion, mes collègues vont prononcer je veux prononcer quelques mots sur les changements climatiques. Le document préparé pour cette réunion porte sur de nombreuses questions, y compris les impacts et les risques climatiques, les outils, le besoin d'outils et de méthodologies pour consigner les données sur les événements climatiques et d'atteindre de meilleure compréhension. Donc, les défis posés par les changements climatiques sont immenses et en nous avons, l'IPCC le GIEC a contribué justement à ce rapport qui a été élaboré lors de la septième séance de l'ICOMOS et la COP26 s'est réunie à Glasgow dernièrement. Les discussions ont porté sur les pertes, les dommages et ont donné des conversations controversées, des controverses sur le fait qu'il faille soutenir les populations vulnérables face au changement climatique. Et les changements climatiques engagent des pertes matérielles et culturelles. Quand on parle des liens entre la culture et le patrimoine, on parle de pertes et de dommages. Les inondations, l'érosion sont au cœur de nos conversations et on se porte en général sur les sites les plus connus où ces changements climatiques, où ces catastrophes ont lieu. Mais les changements climatiques auront un impact sur tous les sites patrimoniaux du monde. Ces impacts sont directs, par exemple la hausse des niveaux des mers ou l'augmentation des précipitations, ou sont indirects lorsqu'il y a une perte de compétences et de culture, étant donné les migrations humaines causées par le changement climatique. Il y a des questions sous-jacentes ici et des comportements qui étaient durables dans le passé ne sont plus durables dans certains cas. Dans d'autres cas, ça peut causer des conflits avec des conséquences désastreuses pour les populations qui sont touchées. La culture doit être au cœur de cette réponse face au changement climatique. À l'ICOMOS, depuis longtemps, nous proposons que la culture et le patrimoine sont touchés par les changements climatiques, mais ils sont aussi une source de résilience de la part de nos communautés pour répondre aux changements climatiques. En 2020, à la 20e Assemblée générale de l'ICOMOS, nous avons déclaré l'urgence climatique qui, parmi d'autres choses, nous reconnaissions que les outils, les évaluations et les méthodologies en matière de réponse aux changements climatiques devaient être davantage évalués. Et nous avons tenu compte des pratiques et des cultures tangibles, non tangibles, du patrimoine intangible et du fait que ça peut être un outil contre les changements climatiques. Nous allons parler de communication, d'évaluation de vulnérabilité aujourd'hui et de l'élaboration d'outils, de méthodologies pour mieux comprendre les impacts et leurs conséquences. Donc, ça comprend l'indice de vulnérabilité climatique qui a été élaboré dans une de nos universités partenaires pour évaluation de ces risques dans des sites patrimoniaux. Nous voulons élaborer une compréhension collective de la variété des risques causés par le changement climatique et nous voulons collaborer avec des scientifiques climatiques pour évaluer ces impacts et évaluer la résilience des communautés qui sont touchées par ces changements climatiques. Cette année, nous avons établi des partenariats avec d'autres organisations et personnes dans le projet CVI Afrique qui a été financé par le gouvernement et nous avons évalué les ruines de Kiwasukwane et les ruines de Sambo-Noa en Tanzanie, ainsi que le paysage euh, climatique en Tanzanie. Nous avons tenu ces deux ateliers d'évaluation avec des experts nationaux et internationaux en Tanzanie. Et le projet a également fourni des formations en matière d'évaluation environnementale à une cohorte de scientifiques. Les résultats de ces évaluations seront un outil très utile dans la planification de stratégies et nous
nous serons en mesure d'évaluer des sites présentant divers niveaux de risque. Et j'aimerais parler maintenant du patrimoine. Le patrimoine est au cœur de la résilience de nombreuses communautés. C'est ce qui nous ancre dans un lieu. C'est ce qui nous donne notre identité et une empreinte dans ce monde. Et souvent, les gens n'ont pas cette identité, cette ancre et ce sentiment de communauté ou d'appartenance. Le patrimoine, c'est ce qui soude les communautés. Et on remarque que le patrimoine culturel est incrusté dans tous les aspects de la société. Ça fait partie de la vie des gens, de leur identité au niveau local, national et international. Donc, il faut situer ce patrimoine pour communiquer la myriade de changements, d'impacts climatiques qui se produisent. Et souvent, en fait, la terminologie employée dans ces discours est trop complexe pour le commun des mortels et il faut simplifier cette terminologie pour qu'elle soit accessible par tous. Et le but de notre initiative est d'utiliser la puissance iconique du patrimoine pour lancer des initiatives locales et lancer une discussion sur les changements climatiques. Nous allons utiliser des interviews qui ont eu lieu auprès d'une centaine d'intervenants, des technologies comme la modélisation 3D et la réalité augmentée pour créer, en fait, c'est ce que nous avons fait pour créer en fait, une exposition, les ruines de lieux patrimoniaux en Tanzanie, en Australie, à Indébourg, ainsi qu'au Bangladesh. Donc, depuis le lancement de ce projet, nous avons réussi à organiser des milliers de visites de ces lieux patrimoniaux et nous avons traduit ces actions, en fait, les documents et les conversations en français et dans d'autres langues locales. Et nous avons mis l'accent sur les entrevues de ces personnes locales, ces experts, et qui nous ont donné une perspective beaucoup plus vaste, notamment au Bangladesh et en Tanzanie. Et nous avons constaté que bon nombre d'histoires à succès se sont déroulées, par exemple à Édimbourg et en Tanzanie. Nous avons constaté des mesures d'adaptation pour lutter contre la hausse du niveau des mers. Et les expériences des communautés sur ces sites patrimoniaux ont fait preuve d'une résilience inspirante. Et maintenant, nous constatons que même dans les pays industrialisés, il y a en fait, nous faisons face aux écueils justement de nos actions et nous devons tenir compte du fait que les changements climatiques s'attaquent à tous, mais ce sont surtout les populations vulnérables qui en souffrent davantage. Et nous devons nous attaquer aux mesures d'atténuation, perte d'identité, conséquences et impacts climatiques directs et indirects. Nous devons comprendre les tenants aboutissants de tous ces impacts. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Deborah Roberts du GIEC, coprésidente du groupe de travail 2 du GIEC. Oui, merci, Will. Et merci pour ces commentaires très inspirants. Et je souhaite la bienvenue à tous nos participants aujourd'hui à cette réunion internationale coparnée sur la culture, le patrimoine de changement climatique, coparnée par le GIEC. Ça a été des conversations très inspirantes jusqu'à maintenant et que nous avons démarré lundi. Et c'est lundi que nous avons établi le rôle justement des organismes gouvernementaux contre les changements climatiques. Et nous voulons fournir aux décisionnaires et aux politiciens des quatre coins du monde une source d'information objective qui est axée sur la littérature scientifique, économique et technique pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées pour faire face au changement climatique. Nous allons nous pencher sur les causes, les impacts et les solutions possibles. Je crois que lundi, nous avons réuni la communauté des changements climatiques en parlant de la culture du patrimoine. Nous avons des discussions fascinantes sur les systèmes de connaissances. Et nous, en fait, vous avez résumé un peu aujourd'hui ce qui a été discuté lundi. Nous voulons humaniser notre compréhension des changements climatiques et comprendre à quel point notre culture, notre patrimoine nous aide à comprendre comment nous, en tant que société, communauté rurale, urbaine et société, existons dans ce monde, comment nous concevons ce monde, comment nous évoluons dans ce monde. Et ça nous
permet de nous pencher sur la ligne de temps de l'humanité pour mieux comprendre notre présence et c'est ce qui nous orientera dans l'avenir. Donc, je crois que c'est une base très solide sur laquelle nous pouvons bâtir justement nos actions futures. Donc, c'est le DRAV. Donc, pendant notre 6e cycle d'évaluation, nous avons constaté que le défi des changements climatiques exige une réponse de la part de toute la société. Et si nous voulons faire les choses de façon sérieuse et faire participer tout le monde, nous devons comprendre comment les gens se conçoivent dans le monde, comment ils interprètent leur façon, en fait, leur existence dans ce monde. Donc, ce sera des conversations intéressantes. Mais selon moi, ces conversations sont très importante parce que nous allons parler des impacts aujourd'hui. Et c'est ce qui est au cœur de l'intérêt du groupe de travail 2 du GIEC, dont je suis coprésidente. Et nous devons, en fait, notre travail, c'est de nous pencher sur les impacts et la vulnérabilité. Et comme vous l'avez dit, c'est important de comprendre comment les changements physiques des changements des systèmes climatiques ont des impacts positifs et négatifs sur la culture et le patrimoine, qu'il soit naturel ou humain. Mais, encore plus important, je crois que ça nous apporte des nuances importantes. En bien comprenant le patrimoine culturel de façon plus profonde, nous pourrons en fait comprendre comment nos antécédents culturels, comment notre compréhension du patrimoine peut avoir un effet sur l'exposition et la vulnérabilité euh, des systèmes naturels et humains. Nous savons très bien, en observant les changements climatiques partout dans le monde, que bien qu'on peut avoir une ambition de limiter la hausse de la température à 1,5 degré, mondialement, c'est une moyenne. Et dans d'autres régions du monde, par exemple, je travaille en Afrique, on constate que parfois la température moyenne augmente de plus que d'un degré, 1,5 degré. Il faut comprendre les impacts partout dans le monde. Et il y a des nuances à dégager ici, et des nuances qui seront apportées par le patrimoine de la culture. Donc, il y a des cultures, des communautés dans différentes régions feront face à des changements de température différents ou une hausse des niveaux des mers différents. Et aussi leur façon d'interpréter ces impacts climatiques et leurs réponses, interventions peuvent être influencés par leurs antécédents culturels, leur compréhension du patrimoine, etc. Je crois que c'est important de comprendre que ces nuances existent et il faut approfondir cette conversation sur le changement climatique. Et le GIEC est très content de pouvoir participer à ces conversations. Nous allons jeter une lumière éclairante justement sur ces nuances. Donc, c'est tout pour moi. Will, merci beaucoup. Merci et je je crois que c'est pertinent de faire comme vous, d'appeler la population mondiale à l'action. Et maintenant, je passe la parole à mon autre collègue, le docteur Jyoti Hosagara de l'UNESCO, qui va nous faire quelques commentaires. Merci beaucoup, Will, et merci, Deborah. C'est merveilleux d'être de retour à cette deuxième séance de discussion en groupe et bienvenue à tout le monde. Comme l'a dit Deborah, lundi, les conversations ont été très riches, très vivifiantes et je crois que ce sont des éléments très importants qui sont mentionnés ici et je veux vous faire part de quelques idées sur ce que l'UNESCO fait ces derniers temps et sur le type de préoccupation que nous abordons sur les impacts. Et justement, ces impacts sont nous allons au cœur des choses. Comme nous le savons, le changement climatique aujourd'hui est l'une des questions les plus importantes pour le patrimoine naturel et humain dans le monde. Depuis plusieurs années, nous constatons comment le changement climatique met en danger la culture de plus en plus. Et certains sites patrimoniaux, culturels, naturels aux quatre coins du monde sont touchés par le changement climatique. Donc, on voit que toutes les régions du monde sont déjà touchées de façon négative par les changements climatiques, ce qui signifie que le patrimoine culturel, naturel, humain de tout le monde est touché négativement par le changement climatique. Donc, le directeur adjoint de l'UNESCO a indiqué lundi dans
sa conférence que près d'un tiers des sites patrimoniaux mondiaux font face à des risques de dommages à cause des changements climatiques. Les cycles euh, climatiques changeants et la hausse du niveau des mers, les incendies, et les vagues de chaleur sont quelques-uns des dangers climatiques, mais il y en a d'autres. Et on constate ces problèmes, ces inondations, etc., sur tous les sites patrimoniaux au monde. Et il y a des milliers d'incidents climatiques qui ne sont pas répertoriés ou signalés. Et je veux qu'on prenne un moment pour dire que quand on parle de sites patrimoniaux ou sites patrimoniaux mondiaux, on, on a des monuments, des sites archéologiques, ainsi que des sites patrimoniaux naturels, que ce soit dans des villes, dans des ensembles de villes, dans des paysages culturels, ainsi que des sites patrimoniaux mixtes qui sont touchés par le changement climatique. Depuis 2010, le comité du patrimoine mondial a identifié, en fait, a produit des centaines de rapports sur 47 sites patrimoniaux dans 49 pays pour faire part de l'impact des changements climatiques sur la valeur de ces sites patrimoniaux. Ces sites patrimoniaux ont une valeur qui est inscrite euh, et ils sont sur cette liste des sites patrimoniaux et nous devons tenir compte de cette valeur dans la gestion de nos sites patrimoniaux. Et également, plus de 90% de toutes les régions urbaines au monde sont côtières, ce qui présente un risque d'inondation pour les villes, puisqu'il peut y avoir une hausse du niveau des mers et des tempêtes également. Donc, bon nombre de ces villes se sont développées pour des raisons historiques sur la côte ou au bord d'une rivière importante. Donc, c'est un grand nombre de villes patrimoniales, c'est-à-dire près du tiers des 318 sites ou villes patrimoniales mondiales sont côtières et font face à des risques. Et quand on parle plus précisément du changement climatique et des lieux patrimoniaux, il faut utiliser les documents politiques sur les impacts des changements climatiques euh, contre les sites patrimoniaux urbains que nous avons adoptés en 2007. En 2016, nous- les mesures d'adaptation, d'atténuation des changements climatiques se sont multipliées. En fait, en 10 ans, elles ont été multipliées et euh, des organismes comme l'ICOMOS révisent et mettent à jour le document politique régulièrement pour qu'il contienne en fait, les connaissances les plus à jour sur le sujet pour qu'on puisse mieux orienter les actions de la communauté mondiale. Le document à jour a été adopté par la communauté à la 57e séance en juillet 2021 et a été soumis à la révision euh, à la 31e séance du groupe euh, à la Convention mondiale qui s'est terminée il y a quelques jours. Donc, nous avons décidé qu'une consultation supplémentaire avec des experts nationaux était nécessaire et qu'une version révisée de ce rapport serait examinée à la prochaine séance de l'Assemblée générale en novembre 2023. Le changement climatique a aussi un impact sur sur la vie sociale. Nous ne regardons pas uniquement les sites de patrimoine de l'UNESCO, mais aussi sur nous regardons aussi la culture et le patrimoine intangible de l'UNESCO. Plusieurs communautés autour du monde ont été obligés à changer la façon dont ils vivent et dont ils participent dans les activités sociales, que ce soit dans les villes ou bien dans les villages ou bien dans les grandes villes. Et ces communautés sont aussi à risque et en danger. Et ces impacts peuvent aussi toucher les générations à venir. Les communautés et les sociétés ont développé des connaissances pour pouvoir interagir avec la nature et ils ont créé des valeurs et des pratiques relatives au patrimoine culturel intangible et tous ces patrimoines sont en danger.
Dans des cas critiques, plusieurs communautés sont obligées à abandonner leur patrimoine culturel et le président de Kiribati a parlé et a fait un appel au pavillon de l'UNESCO parce qu'il a expliqué que le pays est en danger à cause du changement climatique. Il y a aussi un coût économique lié aux impacts du changement climatique. Par exemple, le cyclone tropical qui a touché Vanuatu en 2016. Le coût économique requis pour le ravivement du secteur économique a été estimé à 1,4 million de dollars. Ceci inclut la reconstruction d'une bibliothèque, de plusieurs établissements, de plusieurs institutions et plusieurs pays en voie de développement dépendent beaucoup sur le tourisme culturel pour leur croissance économique. Et ce secteur est vraiment et souffre vraiment à cause du changement climatique et des impacts du changement climatique. Dans le cadre du programme de tourisme durable de l'UNESCO, le centre a travaillé avec le programme des Nations Unies pour l'environnement afin de créer ou bien de proposer de nouvelles solutions pour le tourisme euh, en commençant par l'année 2016. Ceci vise à améliorer le tourisme mondial et le rapport qui a été préparé examine les relations entre le changement climatique et le tourisme et les impacts que le changement climatique peut avoir sur le tourisme, euh, y compris sur l'accès des visiteurs aux différents sites touristiques. Les sites de patrimoine culturel et naturel souffrent aussi indirectement à cause de l'impact sur l'infrastructure et il y a beaucoup d'initiatives qui se focalisent sur les énergies renouvelables et ces initiatives se développent. Cependant, ces projets peuvent être euh, affectés par les changements climatiques et leurs impacts. L'énergie éolienne peut avoir aussi un impact sur les propriétés du patrimoine ou sur le patrimoine naturel. Donc, ceci pose un risque pour cette richesse globale et internationale. Donc, l'impact de ces choses sur les patrimoines naturels et culturels doivent être pris en considération avant l'établissement et la mise en place de projets, même si ces projets visent à renforcer l'énergie renouvelable. Et je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui et j'ai hâte d'écouter vos échanges et vos discussions surtout que j'ai vu la liste des panélistes vraiment impressionnants qui prendront part à cette discussion. Donc, j'espère que ces discussions permettront de paver la voie à plus de visibilité sur cette question liée à la culture, le patrimoine et le changement climatique. Merci beaucoup. Will, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jyoti, pour ces paroles vraiment très intéressantes et très impressionnantes. Alors, passons à la discussion de panel et j'aimerais présenter nos panélistes qui sont avec nous. Ils sont aussi des participants à l'atelier et nous allons discuter de cet atelier durant cette discussion. Donc, les panélistes sont Dr. Brenda Eckwerza, directrice des sciences du climat à l'Union de scientifiques concernés. Professeur Aziz Balouche, professeur de géographie environnementale et du paysage à l'Université d'Angers, France. Gabriela Mona Navarro, directrice adjointe de conservation et de recherche à Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural.
Instituto Nacional de Antropología e Historia, et la professeure May Kassar, directrice de l'Institut pour le patrimoine durable et du Royaume-Uni, UCL. Bienvenue à tous. J'aimerais commencer par une question vraiment très vaste. Nous avons écouté les participants parler du mot danger et d'autres fois du mot risque. J'aimerais commencer avec vous, Gabrielle. Comment est-ce que nous pouvons choisir le terme qu'il faut utiliser lorsque nous parlons de ce changement climatique ou de cette question? Bonjour et bon après-midi aussi à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Merci, Will. Je réponds à votre première question. En ce qui concerne les prémices qui sont établies pour les discussions sur le changement climatique, il y a un besoin d'avoir, ou bien nous avons besoin d'avoir une terminologie unique pour les différentes choses. Le vocabulaire unifié nous permet de faciliter l'utilisation des outils, pas seulement pour des objectifs scientifiques, mais aussi pour des objectifs politiques, sociaux, etc. Donc, il est vraiment nécessaire de collaborer, de coopérer pour trouver cette terminologie commune. Euh, En plus, la coopération et la collaboration entre différents acteurs de différentes régions du monde peut contribuer à améliorer la façon dont on évalue euh, les, euh, les différents phénomènes selon les termes utilisés. Donc, nous pourrons adapter des différents termes pour décrire différents phénomènes comme perte, inondation, etc. Ça pourrait être, par exemple, un problème pour quelques communautés scientifiques s'il y a plusieurs thèmes pour décrire différents phénomènes ou bien pour décrire le même phénomène. Voilà pourquoi je crois que les termes portent une signification différente selon le contexte. Et lorsqu'on trouve un terme unifié pour décrire la même chose, ça pourrait aider. Oui, je crois que la discussion est clé et dans ce contexte, je crois que le vocabulaire choisi est vraiment très important. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tous. Merci au comité d'organisation pour m'avoir invité à cette discussion de panel. J'aimerais donner une remarque sur notre utilisation de la terminologie et des définitions en particulier pour vous montrer comment nous pouvons être plus clairs dans notre langue lorsque nous parlons des différents impacts. La terminologie présente plusieurs difficultés parce que nous travaillons dans un domaine interdisciplinaire, que nous soyons des scientifiques, des académiciens. Donc, nous savons que la terminologie est utilisée vraiment très différemment dans le domaine ou dans le cadre du patrimoine et des sciences du patrimoine. Nous n'avons pas des termes définis dans les glossaires de la GIEC. Je crois que le secteur linguistique a travaillé vraiment beaucoup afin de trouver des termes qui représentent les différents phénomènes. Je ne suggère pas d'adopter les terminologies l'un de l'autre, mais je crois que nous pouvons trouver et ramener et partager avec les autres notre compréhension et notre définition à différents phénomènes. Nous avons besoin d'une méthode qui soit utile pour pouvoir trouver un point commun ou bien des points communs dans nos définitions. Par exemple, dans l'Université d'Angers ou bien dans le Royaume-Uni, il y a plusieurs recherche sur le climat et le changement climatique. Et donc, si nous voulons prendre ces recherches en parallèle et comparer ces recherches, il faut vraiment trouver une langue commune ou bien un langage commun. Merci beaucoup, je suis d'accord. Il faut vraiment que nous partagions nos informations et nos recherches avec les autres. Et je crois que c'est la chose que nous que nous essayons de faire cette semaine avec ces discussions.
Donc, ma question suivante est à vous, Madame Brenda. Donc, nous parlons de l'échelle aussi. En ce qui concerne l'échelle géographique et l'échelle du temps. Donc, ma question est la suivante. Comment est-ce que nous pouvons voir ces changements climatiques ou bien évaluer les changements climatiques selon l'échelle, que ce soit à court terme ou bien à long terme? Merci beaucoup, Will. Merci beaucoup au comité d'organisation qui m'a permis de participer à cet événement. Je crois que nous avons trouvé des mesures qui peuvent être appliquées pour de nombreux siècles à venir. Je crois que la chose la plus difficile à partager, c'est euh, les choix collectifs du passé. Et chaque jour, chaque année, nous sommes en train de voir des impacts ou bien des résultats qui se passent de façon très très lente et nous ne pouvons vraiment pas comparer ces résultats lents à des résultats qui ont un très grand impact. Il y a des impacts du changement climatique qui prennent beaucoup de temps à être, euh, pour être, euh, euh, pour être visibles. Et donc, dans chaque communauté, peut-être que plusieurs entités sont en train d'évaluer ces différents changements et ils peuvent les voir à une très petite échelle. Et ceci peut être différent si l'on parle d'une échelle qui est plus grande. Euh, il y a aussi une, un- donc nous avons besoin de grouper et d'avoir toutes les expériences, toutes les réponses à ce changement climatique. Donc, il faut que l'on puisse avoir toutes ces informations, toutes ces discussions, tous ces résultats et tous ces impacts pour pouvoir euh, voir comment on doit agir. Par exemple, il faut réfléchir à l'accord de Paris. Nous avons dit qu'il faut limiter la hausse de la température à 1,5 degrés Celsius. Mais nous parlons ici de la température globale. Mais que veut dire cela en comparaison avec les connaissances locales, les traditions locales, les informations locales? Ceci est vraiment très critique et ces discussions ne sont pas vraiment équitables et nous ne pouvons pas avoir ces discussions et ces détails de façon égale partout dans le monde à cause des différences en financement, par exemple. Je crois que le GIEC et l'UNESCO sont en train de travailler pour trouver ces informations et pour collecter ces informations. Ceci requiert beaucoup de confiance. Il faut pouvoir parler aux différentes communautés euh, qui font face à ces problèmes et ceci vraiment peut nous aider à accélérer la collecte d'informations de ces cultures locales pour les impacts à une échelle locale. Et je crois que c'est vraiment très intéressant et très important, surtout dans les régions où il n'y a pas vraiment beaucoup de concentration. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment une question de confiance et de dialogue. Nous avons parlé de cela et c'est vraiment intéressant. Aziz, je voudrais juste vous poser la même question à vous. Oui, merci. Merci de m'avoir invité à cette discussion, à ce panel de discussion sur la question de, de la ligne de temps. Je crois que les discussions se déroulent surtout dans un contexte académique et portent sur différentes périodes. Mais si on pense concrètement à ce qui se passe sur le terrain, je crois qu'il est nécessaire de distinguer clairement certains éléments. Et on doit également expliquer aux élaborateurs de politique, aux décisionnaires, la différence d'échelle entre les actions à court terme et à long terme, entre les euh, risques à court terme et à long terme. Je crois que cette conception dans le long terme et le court terme n'est pas
pareil. Et les décisionnaires doivent en tenir compte. Et pour répondre à la question, l'échelle peut être différente lorsqu'on parle de court terme ou de long terme. Donc en français, nous disons pas de temps. Donc le pas de temps. Donc également quand on se penche sur l'environnement ou sur les processus par lesquels les cultures œuvrent, eh bien, il faut regarder selon la perspective du temps, le court terme ou le long terme. Et aussi, il y a le temps de la nature et le temps des humains, qui sont deux choses différentes. Donc, c'est une question qui est souvent posée. Et souvent, on croit que l'impact de l'activité humaine est soudain et rapide, alors que le rétablissement naturel prend plus de temps. C'est une croyance généralisée. Mais aujourd'hui, pour s'intéresser à cette question, on pourrait dire le contraire. Les impacts du changement climatique, c'est-à-dire la hausse du niveau des mers ou le fonctionnement des systèmes hydriques, des rivières et, et des plans d'eau sur la végétation, les sols, est accéléré. Et de notre côté, la réaction, la capacité d'adaptation, de réaction des sociétés peut prendre beaucoup plus de temps, peut prendre beaucoup plus de temps à s'effectuer. Dans ce cas, dans le cas qui vous intéresse, le temps qui est lié aux humains est plus long et le temps nécessaire pour la nature de se rétablir est plus court. Donc la nature réagit plus rapidement que l'humain ces jours-ci. Donc ça vient de notre patrimoine culturel et naturel. Par exemple, au Sénégal, il y a deux sites patrimoniaux mondiaux sous la catégorie euh, culture et paysage. Et le site du delta du Saloum, par exemple, est touché directement par la hausse du niveau des mers. Ou par exemple, au pays Bassari, c'est un site patrimonial sous la catégorie paysage et composé de savanes et également de Saint-Louis du Sénégal, une île euh, dans le fleuve du Sénégal qui est touchée par la hausse du niveau des mers également. Et dans tous ces cas, je crois que la capacité de résilience et la réponse de la société ne se déroule pas assez rapidement, surtout dans le contexte des pays du Sud, tous les pays du Sud du monde. Merci. Merci beaucoup. Je crois que cette question de la différence entre le temps chez les humains et le temps chez la nature nous mène à la prochaine question que je voulais poser et j'aimerais vous la poser en premier si je le peux. Souvent, les gens comme moi, les archéologues, parlent de ce qu'on peut, des leçons qu'on peut tirer du passé et quand on se penche sur les impacts. Et on doit faire une distinction entre les changements climatiques naturels et les changements climatiques anthropogéniques. Puis-je vous poser la question? Oui, le, les chercheurs en patrimoine culturel ont étudié les impacts des changements climatiques environnementaux sur la culture matérielle depuis 40 ans. Donc, il y a une riche littérature en la matière. Et à propos de l'échelle du temps, ou des échelles du temps, elles n'ont pas toujours été décrite en termes climatiques. La relation entre la variabilité climatique et le changement climatique anthropogénique, en fait, je dirais que cette relation n'est pas généralement comprise au regard de la littérature. Je dirais en fait qu'il y a une confusion. Il y a une différence, évidemment, entre le changement climatique naturel et le changement climatique causé par l'humain, c'est-à-dire qui fait rage depuis 100 ans. Mais
à cause de notre intérêt à long terme dans le changement climatique, la science sur le patrimoine, et surtout l'étude de preuves archéologiques, se concentre sur les impacts à long terme plutôt que les impacts à court terme. Les sites en fait, la littérature de la recherche sur les sites patrimoniaux, comme je l'ai déjà dit, ne fait que très rarement la distinction entre les deux. Et je crois que le moment est venu de le faire. La littérature indique qu'on se penche davantage sur l'étude de l'échelle de temps à long terme, en fait, les longues échelles de temps. Donc, on doit commencer à établir un lien entre les impacts qu'on voit sur le patrimoine de façon plus vaste et les relier aux causes humaines, ce qui nous ramène au changement climatique anthropogénique. Je crois que nous devons étudier quatre aspects de cette question. Nous devons nous pencher sur la durée d'un événement, le long terme et la durée des changements qui se produisent. C'est ce que nous faisons. Et ensuite, pour les changements anthropogéniques, nous devons nous pencher sur l'aspect à court terme ainsi que l'aspect à long terme des changements climatiques. Et euh, l'UFCCC et le GIEC illustrent cette nuance. Justement, l'UNFCCC se penche sur les changements causés par l'activité humaine, alors que le GIEC se penche sur les changements de la naturelle qui persistent depuis longtemps, ainsi que sur les causes humaines. Donc, il y a une légère différence entre les deux approches et je trouve ça très intéressant. Merci, mais et Gabriella, j'aimerais vous poser la même question à propos des leçons qu'on peut tirer du passé et de la distinction entre ces différentes échelles de temps. Oui, j'aimerais ajouter à ce que ma collègue May a dit. Je crois que la- il faut faire une distinction entre les changements climatiques naturels et les changements anthropogéniques. Et ça nous permet de constater que l'incertitude à propos des impacts futurs peut donner lieu à des scénarios imprévus ou des événements euh, négatifs où en fait, où on n'aura pas la possibilité de prédire ce qui va se produire. Donc, nous avons beaucoup d'informations du passé, mais nous devons penser à diverses combinaisons de possibilités pour l'avenir, nonobstant la culture matérielle. Et je crois que les nouvelles approches qui sont nouvelles pour nous du point de vue de la conservation du patrimoine culturel consistent à intégrer tous les aspects, c'est-à-dire culturels, les vulnérabilités physiques, culturelles, matérielles, sociologiques, dans l'évaluation des changements climatiques pour donner lieu à une meilleure compréhension de ce qui se passe. Merci beaucoup. Et Aziz ou Brenda, voulez-vous poser cette question sur le passé et sur les différences d'échelle? Oui, si vous me le permettez, je dirais que cette question est, est abordée de façon différente euh, par différents académiciens et différents courants de pensée académiques. Oui, par exemple, dans certains domaines académiques, on s'y attaque d'une façon différente. Moi, je travaille sur les changements à long terme au paysage et dans bon nombre de régions, il est très difficile d'avoir une perspective à long terme, c'est-à-dire que de faire la distinction entre les impacts du changement climatique et les impacts humains dans ces changements environnementaux. En Afrique de l'Ouest, par exemple, les effets du changement climatique euh, causent une pression anthropogénique plus forte sur l'environnement. Et par exemple, quand on parle de l'aridification du paysage, l'aridification climatique du paysage, euh,
est un des problèmes dans cette région. Par exemple, il y a l'impact et le rôle de l'incendie dans le paysage. Et je crois que nous devons mener plus d'études sur cette question pour faire la distinction entre les effets des impacts anthropogéniques des des impacts climatiques. Mais en Afrique de l'Ouest, par exemple, au cours des dernières décennies, nous sommes rendus compte qu'une grande partie des phénomènes euh, observés, comme la dégradation des sols, la perte de sol et l'érosion, peuvent être reliés à des changements hydroclimatiques dans les écosystèmes et l'environnement. Mais ces changements sont principalement le résultat du changement d'usage des territoires, par exemple, par l'homme. Par exemple, le couvert végétal dans euh, en fait, près des plans d'eau mène à l'érosion. Et ces impacts, dans certaines études, dans la deuxième moitié du 20e siècle, on peut dire que c'est dans de l'Anthropocène. On constate que ces impacts anthropogéniques sont si forts qu'ils voilent l'impact du changement climatique à l'heure actuelle. Et c'est un des défis auxquels nous faisons face. Et c'est dans la compréhension de ce phénomène. Merci beaucoup, Aziz. Brenda, est-ce que vous pouvez nous dire qu'en pensez-vous? Très rapidement, je crois que l'une des choses les plus difficiles à faire passer, c'est la variété que nous avons vue ou bien la variété, la variabilité que nous avons dans le passé était vraiment visible. Et aujourd'hui, c'est la chose la plus difficile euh, à comprendre par les communautés qui sont les plus vulnérables parce qu'ils ne savent pas comment ils peuvent adapter à cette variabilité. Donc, par exemple, dans plusieurs pays, nous voyons qu'il y a un changement de température, il y a un, une diminution des températures dans les États-Unis ou bien une vague de chaleur au Pakistan qui n'aurait pas été possible euh, au passé parce que nous sommes vraiment en train de passer d'un extrême à l'autre dans la même région. Donc, le Pakistan a vu cette vague de chaleur qui est vraiment très, très euh, fatale. Et je crois que c'est une chose que l'on n'a pas vue auparavant. Et nous voyons ça aujourd'hui dans plusieurs régions du monde. Et cette fluctuation de variabilité est l'un des indices les plus importants et les plus significatifs qui montre ce changement vraiment immense sur les êtres humains partout dans le monde. Merci beaucoup, Brenda. Oui, en effet, il y a eu des impacts qui sont vraiment significatifs dans plusieurs régions du monde. Brenda, peut-être que vous pouvez répondre à cette question suivante. Comment est-ce que nous pouvons euh, paver la voie à des conversations régionales entre les communautés? Parce que vous avez dit que le changement climatique, anthropologique, pose beaucoup de risques à plusieurs régions. Donc, comment est-ce que nous pouvons encourager les communautés à tenir ces discussions? Je suis vraiment intéressée à l'idée que plusieurs euh, plusieurs endroits comme les Caraïbes, où plusieurs communautés euh, ont
vraiment un impact immense de la colonisation. Donc, ceci a changé les discussions à propos du patrimoine, des cultures et du changement climatique. Je me rappelle que j'étais dans une réunion avec des experts dans le changement climatique en Caraïbes, par exemple au Jamaïque. Nous avons vu que plusieurs personnes étaient en train de partager les expériences et les décisions qu'ils sont en train de faire euh, pour, euh, expliquer la situation. Ils sont en train de partager leurs expériences et leur patrimoine. Parce que ce patrimoine est comme un symbole de succès, même si donc, lorsque nous parlons du patrimoine tangible et riche qui peut être perdu, c'est vraiment important et c'est vraiment vital de raviver et d'activer ces discussions régionales. La communauté du patrimoine régional est en train de faire des initiatives pour ouvrir cette discussion. Oui, je vois, merci beaucoup, Brenda. Je vois que les autres panélistes sont en train sont d'accord avec ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Oui, oui, merci beaucoup, Will. Je parle au nom je parle du Mexique, donc je sais que nous avons longtemps eu des relations avec les pays du Caraïbe euh, et nous avons travaillé avec plusieurs organisations internationales et nous avons eu des liens de coopération et nous avons renforcé donc les liens et le réseau entre nous et j'espère que nous pourrons lancer plus de dialogues, plus de discussions sur le changement climatique. Durant cette année, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été organisés et euh, qui ont parlé du changement climatique et de différents sujets. Et, euh, et nous avons parlé des défis, des différentes approches adoptées. Et, et je sais qu'il y a beaucoup à faire, mais je crois que ces discussions et ces réunions nous ont donner beaucoup plus d'informations et de compréhension sur la situation et le changement climatique et son impact sur nos pays. Ces conversations et ces discussions nous ont permis aussi d'explorer les différentes voies de coopération. Je crois que vraiment c'est très très important de tenir ces réunions et ces discussions encore plus. Merci beaucoup. Merci, oui, en effet, j'ai, je me suis joint à vous dans la discussion il y a 2 jours sur ce sujet. Donc, ma dernière question est à vous. Je crois qu'il y a une ou 2 choses que je veux mentionner. Je crois que nous sommes vraiment tous conscient des différentes implications, différents problèmes et différentes difficultés auxquelles font face les différentes régions. Nous ne pouvons pas euh, généraliser et parler des langues autres que le français, l'anglais et l'espagnol parce que nous n'avons pas accès à ces langues. Mais je crois qu'il faut créer des opportunités de traduction dans le court terme pour trouver une solution à ce déséquilibre. Il faut savoir comment nous pouvons définir ensemble les régions et comment nous pouvons renforcer le dialogue régional. Il y a une question qui n'est pas nouvelle et que je ne pose pas pour la première fois. Donc, c'est l'approche typologique que nous pouvons prendre pour les différentes régions qui peuvent donc euh, promouvoir notre perspective comme le paysage et ainsi que les autres euh, le sont les autres choses que nous pouvons apprendre euh, pour
renforcer nos preuves et nos bases de données relatives à cela, parce que je crois qu'il faut ne pas se limiter à prendre des informations d'une section limitée de ce monde. Le regroupement d'informations, la collecte d'informations de plusieurs régions est vraiment très pertinente pour trouver des informations correctes. Partout dans le monde, il n'y a souvent pas de différence entre euh, le concept de patrimoine culturel et de patrimoine naturel parce que l'empreinte humaine est partout. Mais je crois qu'il serait vraiment intéressant et important de développer les relations et les liens qui existent et l'impact. Et ceci nous permet de répondre aux questions qui qui sont générés par nos recherches. Est-ce qu'il serait plus important de voir les différentes dimensions tangibles, intangibles, naturelles, artificielles, les différentes échelles, que ce soit les échelles de géographie, les échelles de temps, ainsi que le niveau de vulnérabilité. Je crois que lorsque nous réfléchissons à cela, nous pouvons identifier les manques de connaissances en ce qui concerne les écarts et les différents impacts. Merci beaucoup, Monsieur Aziz. Merci beaucoup. Je veux juste souligner une notion. En ce qui concerne la conservation ou bien la gestion de la conservation régionale ainsi que la langue et le langage adoptés par décideurs et les personnes qui établissent des politiques. Donc, je crois que ceci nous permettra d'avoir une image plus vaste et plus précise de la dimension anthropogénique. Je crois que ce processus n'est pas systématiquement inclus d'une façon péjorative parce que le paysage culturel nous montre l'interaction entre une communauté et le paysage et nous montre la valeur patrimoniale des sites. Et ce qui nous montre cela, c'est le changement du processus anthropogénique. Et la perspective à long terme de ce processus nous explique pourquoi il est important de contribuer dans la conservation des patrimoines et des sites. Merci beaucoup. Il nous reste seulement quelques minutes. Je vais poser une question que vous avez déjà mentionnée. Je veux avoir une remarque de chacun des panélistes. L'un des résultats que nous avons de ces discussions, c'est les causes des inégalités et du déséquilibre qui existent. Donc, je crois qu'il serait important de conclure ces discussions en vous demandant, que pensez-vous de cela? Je sais que vous avez déjà mentionné, mais comment est-ce que vous pensez qu'il faut agir d'ici l'avenir? Donc, quelle est l'étape prochaine? Brenda, est-ce que vous pouvez répondre en premier? Merci. Je crois qu'il est très important d'avoir un endroit d'accueil où les personnes peuvent venir et se sentir comme s'ils étaient chez eux et sentir comme s'ils étaient chez eux. Donc, c'est très important de voir ça, particulièrement les jeunes qui verront des changements immenses dans leur vie. Et ceci est différent de ce que nous vivons nous-mêmes parce que nous avons déjà vu beaucoup de changements.
Est-ce que nous pouvons utiliser ces négociations internationales et ne pas mettre des limites et de permettre aux gens de vraiment partager leurs idées et leurs opinions? Je crois que c'est très important parce que ceci nous permettra de joindre ensemble toutes les personnes et d'ouvrir une discussion. Et ce serait vraiment utile parce que parce qu'en regardant les échanges, les discussions, je crois que les jeunes veulent vraiment participer et je crois qu'il faut traduire ces discussions, pour qu'ils soient, écoutés partout dans le monde et je crois que le GIEC est un mécanisme pour, rassembler et rapprocher les communautés qui peuvent travailler ensemble. Donc, dernière question. Donc, c'est la même question pour vous. Comment est-ce que nous pouvons aborder ce déséquilibre à l'avenir? Pardon, votre micro est éteint. Je vous demande de l'allumer. Oui. Oh oui, pour moi, c'est très difficile d'en dire davantage à propos de cette question. Je n'ai rien à ajouter sur la question. D'accord, merci. Et Gabriella, puis-je vous poser la même question? Merci. Je crois que on peut mener des initiatives de recherche à l'extérieur de la sphère académique. Par exemple, des projets scientifiques citoyens, des laboratoires, des ateliers pour recueillir de l'information auprès de populations marginalisées. Et ensuite, on doit faire participer les groupes vulnérables pour tenir compte de leurs besoins, de leurs points de vue dans les projets de recherche. Et je crois que il faut tenir compte du fait que les connaissances sont partielles. Il faut le savoir. Donc, il y a des solutions potentielles qui viendront d'un côté comme de l'autre. Et de notre perspective conventionnelle, oui, je crois qu'on doit tenir compte de tous ces aspects. Merci. Mais, voulez-vous ajouter quelque chose? Pardon, j'écoutais si attentivement que j'ai oublié de rallumer mon micro. Je crois que nous devons opérer une transformation majeure dans la façon dont la recherche sur la science climatique et, en fait, ces différents types de recherches doivent enfin, trop longtemps, ces recherches scientifiques ont été influencées par le patrimoine colonial, les publications, en fait, publications scientifiques et politiques et des intérêts non scientifiques. Donc, nos recherches sont faites sur le court terme et souvent, les chercheurs passent plus de temps à chercher du financement qu'à faire de la recherche proprement dite. Et c'est le temps que l'on passe sur la production de rapports aux financiers. Si on pouvait prendre ce temps et le consacrer à la mobilisation communautaire, en fait, à faire participer les jeunes, les communautés dans nos études, on aurait un produit de recherche beaucoup plus représentatif qu'on pourrait appliquer. Donc, je demanderais aux organes qui financent la recherche de repenser leur méthode. Oui, vous avez raison. Si je pouvais cesser de produire des rapports en fait, à l'attention de ces organismes financiers, eh bien, j'aurais beaucoup plus de temps pour mes recherches, en fait. Donc, nous allons parler bientôt des solutions. Je crois que c'est important de le dire quand on pense aux solutions face à la situation actuelle. Et j'invite tout le monde à se joindre à nous à la même heure, au même lieu, vendredi, où nous parlerons des solutions. Donc, je vais maintenant remercier mes quatre panélistes d'avoir pris part à ces conversations intéressantes. Dr. Brenda Ekuversel, directrice de la science à l'Union des scientifiques préoccupés, Gabriela Mora Navarro, professeur May Kassar et professeur Aziz Belouch. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. J'espère que nous allons vous revoir à notre prochaine discussion en panel vendredi. Merci.